Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va correspondre à l'actualité des marchés financiers sur la période du 7 au 12 mai 2017. Cette semaine, 3 éléments à partager avec vous. Le premier concerne la commercialisation et la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Le deuxième point concerne la consultation de l'autorité des marchés financiers pour assurer une transposition de la directive déléguée du 7 avril 2016. Et le dernier point concernera la consultation de l'EBA en matière d'obligations simplifiées pour certains établissements. Concernant la commercialisation, le premier point que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui concerne un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui date du 18 janvier 2017, sachant que cet arrêt n'est absolument pas destiné à une toute forme de publication. L'élément qui est traité dans cet arrêt concerne la commercialisation, certes, mais par un conseiller de gestion de patrimoine, donc attention, on est quand même dans un champ plus réduit que par un prestataire de services d'investissement, et surtout la manière d'appréhender l'obligation de mise en garde par la Cour de cassation. Il est à noter que, fidèle à elle-même, la Cour va continuer à se fonder sur son arrêt qui a déjà près d'un quart de siècle, puisque l'arrêt Buon date du 5 novembre 1991, et c'est toujours sur ce fondement-là que la Cour de cassation va aujourd'hui traiter des dossiers qui datent de 2017. Alors, qu'est-ce qu'une opération spéculative pour la Cour de cassation en 2017 ? Si aucune définition précise ne peut à ce jour être donnée de ce que constitue une opération spéculative, par contre, la Cour de cassation va nous donner certains éléments qui vont nous permettre de comprendre que certains éléments ne sont pas de nature à être spéculatifs. C'est ainsi que dans cet arrêt de janvier 2017, la Cour de cassation a précisé que le risque de perte en capital suite à des fluctuations des marchés financiers n'est pas en lui-même suffisant pour caractériser une opération spéculative. La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir si, pour la Cour de cassation, il est nécessaire d'avoir dans l'opération qui a été mise en place un effet de levier ou alors un mécanisme d'indexation qui permettrait de faire basculer l'opération dans un investissement spéculatif. Nous n'avons pas encore aujourd'hui la réponse, mais c'est sur ce terrain-là qu'on peut peut-être s'orienter pour savoir si une opération est spéculative ou pas. Mon deuxième point cette semaine va concerner la directive marché d'instruments financiers et plus particulièrement la transposition de sa directive déléguée qui est datée du 7 avril 2016 et qui va concerner notamment la gouvernance produit et les incitations qu'on connaissait plus pendant une dizaine d'années sous le terme d'inducements. En effet, l'autorité des marchés financiers a lancé cette semaine une consultation de place qui est ouverte pour une période limitée d'1 mois, puisqu'elle se termine le 10 juin, sur un texte de proposition de transposition des dispositions de cette directive déléguée dans le règlement général de l'AMF. Pour ceux qui seraient intéressés par cette directive déléguée, je vous renvoie au Noté pour vous en images du 7 avril dernier, dans lequel j'avais fait la synthèse de ces 28 textes qui avaient été publiés au journal officiel de l'Union européenne. Le premier point qui a attiré mon attention dans cette consultation de l'autorité des marchés financiers concerne la gouvernance produit. En effet, il y aura désormais dans le règlement général de l'AMF une définition du producteur, mais également une définition du distributeur et surtout une explication de l'ensemble des obligations qui s'attachent au statut de producteur ou de distributeur. Pour les producteurs, on voit bien que les obligations essentielles qui ont été relevées par la directive et donc qui seront retranscrites dans le règlement général concernent la surveillance, donc les obligations de surveillance, que ce soit par la conformité ou même par la direction de l'établissement, mais également le suivi du produit, également l'anticipation, puisque ce qui va être demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir anticiper sur le comportement du produit, mais également une forte coopération avec le distributeur, ce qui va créer de nouvelles relations entre producteurs et distributeurs. Du côté du distributeur cette fois, on retrouve là évidemment les obligations de coopération,
parce que ce distributeur va également avoir besoin de toutes les informations du producteur pour pouvoir lui-même mieux délivrer les informations à ses investisseurs. On retrouve une obligation de formation qui existe évidemment pour les producteurs, mais qui est très accentuée pour les distributeurs, puisque ces derniers vont devoir réellement avoir des conseillers sur le terrain qui vont être parfaitement formés au mécanisme de la commercialisation, de la distribution et de l'ensemble des informations qu'il va falloir délivrer aux prospects. Là aussi, on aura une obligation de suivi. Comme pour le producteur, on ne s'arrête pas au lancement du produit, mais il va falloir suivre ce produit, suivre son comportement et voir s'il ne faut pas y remédier, que ce soit au niveau de sa commercialisation ou au niveau du produit lui-même. L'objectif en fait de la directive déléguée est de ne pas laisser le producteur ou le distributeur attendre qu'il y ait un souci avec un produit pour pouvoir réagir. On lui demande là aussi beaucoup d'anticipation. Le dernier point pour le distributeur va être d'assurer une évaluation de la compétence du client, puisque les nouvelles obligations en matière de commercialisation se rajoutent aux anciennes obligations d'évaluation de la compétence et tout ce qui concerne le Know Your Customer. Avec cette consultation et ce délai bref qui fait présager en raison d'une transposition littérale de la directive, le marché cible va faire son entrée dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers, et cela pour pouvoir être applicable dès le 3 janvier 2018. Le deuxième point concerne les inducements. Vaste sujet s'il n'en est. À noter tout d'abord que dans le règlement général de l'AMF, ce qui s'appelait avantage va s'appeler incitation. Et donc l'article 314-76 va être renommé pour pouvoir utiliser le terme qui a été choisi par la directive déléguée. Là aussi, on se retrouve avec une transposition littérale des dispositions de la directive et donc ces articles qui vont venir s'intégrer dans le règlement général, divisés eux-mêmes dans 3 paragraphes, mais qui vont retranscrire exactement les dispositions qui figurent dans la directive. Ce sont les articles 11 à 13 de cette directive qui vont être transposés et qui vont être plus découpés en fait par le règlement général de l'AMF pour pouvoir être bien plus compréhensibles, obligation après obligation. À noter néanmoins que pour les sociétés de gestion spécialisées en gestion collective, les inducements d'aujourd'hui ne vont pas disparaître au 3 janvier 2018. C'est un article 314-77 qui va reprendre l'ancien article 314-76 du règlement général et qui va continuer à appliquer tout ce qui concerne les incitations, mais avec le régime MiFID I et non pas les évolutions du régime MiFID II. Mon troisième point concerne la consultation de l'autorité bancaire européenne en matière de directive sur la résolution bancaire et plus spécifiquement sur la possibilité d'accorder à certains établissements des obligations simplifiées en matière de mise en place des plans de rétablissement et de résolution. Cette consultation de l'IBE est ouverte jusqu'au 8 août 2017. Cela laisse donc à toutes les parties prenantes l'occasion pendant l'été de pouvoir discuter de ces propositions. En effet, ces propositions seront le socle d'un prochain règlement délégué de la BRRD. Ce règlement délégué sera basé sur l'article 4 de la directive qui permet aux autorités compétentes de déterminer les obligations qui seront applicables en fonction de l'impact de la défaillance de l'établissement tant sur les marchés financiers que pour les autres établissements. La conséquence de cette étude de l'impact de la défaillance se retrouvera dans les plans de rétablissement. La première étape va être de remplir, pour l'établissement concerné, un ensemble de critères quantitatifs. Ces critères sont la taille, l'interconnexion, la complexité des activités et la nature de l'établissement. Autre chose qui est important de savoir quand on connaît un petit peu ces réglementations qui s'entrechoquent les unes avec les autres, c'est que les critères qui ont été choisis sont les mêmes critères que ceux qui servent à la détermination des autres établissements systémiques pour le CRR.
La deuxième étape va être de prendre l'ensemble des établissements qui ont réussi à franchir cette première étape sur les critères quantitatifs et de les confronter cette fois à des critères qualitatifs. Ces critères seront la structure de l'actionnariat, le statut juridique, la forme juridique, le profil de risque, l'appartenance ou pas à un système de garantie pour pouvoir permettre de vérifier si l'établissement ne comporte pas trop de risques pour pouvoir lui appliquer ses obligations simplifiées. In fine, seuls les établissements ayant franchi les critères quantitatifs de la première étape et les critères qualitatifs de la deuxième étape pourront bénéficier d'obligations simplifiées qui leur seront formulées par leur autorité compétente. Voilà pour les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous cette semaine. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser la moindre question en commentaire, je répondrai évidemment. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés sur les marchés financiers. Excellent week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.